Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment ça va aujourd'hui ? Salut Rudy, salut aux Tamalous et aux autres. Alors comment on va appeler les non-Tamalous? On les appelle les 100%? Qu'est-ce que tu en penses? Les 100%, c'est Non, bien ça? les exceptions. Les exceptions. Bah non, ça c'est trop négatif. Bah si, mais tu te souviens, on avait eu un débat là-dessus, tu dis c'est pas normal d'avoir des douleurs. Moi, je ne vois que des gens qui ont des douleurs, donc je suis surpris quand quelqu'un a mal nulle part. Pour moi, c'est une exception. Alors, bonjour aux Tamalous et moi je vais les appeler les 100%. Voilà. Ah, les Et aux 100%, mais c'est sympa 100%. ça, les 100%. Ouais, c'est les 100%. Les 100%. Je sais pas si j'étais une fois à 100% dans toute ma vie. Hein. Je m'en souviens pas, ou je vais avoir moins de 10 ans, peut-être. Je me souviens toujours avoir eu quelque chose. Alors, avant de commencer, je voulais qu'on fasse un point sur pourquoi, parce qu'on a eu un petit, pas un petit débat, mais une petite discussion avec Loïc et Fabrice cette semaine sur pourquoi on fait pas de whey sur la boutique Superphysique et notamment avec des arômes, alors que c'est quelque chose qui se vend particulièrement bien, notamment chez des concurrents qu'on connaît très bien, qui nous disent que ça marche bien, qu'on voit les ventes par exemple de whey aromatisé avec des édulcorants, avec du sucre, comme des marques qu'on trouve sur la boutique comme Citec ou là je sais plus ce qu'on vend là-dessus parce que je commande jamais ça donc je sais plus. Et on avait ce débat-là de pourquoi, en fait, on ferait pas de whey avec des arômes et pourquoi on n'est même pas pour le fait de faire de la whey. Alors Fabrice, est-ce que tu veux nous expliquer tout ça ? Oui, je peux expliquer. Les arômes, on en a déjà parlé 50 fois. Le truc, c'est que pour donner du bon goût, on est obligé d'ajouter plein de choses. Et puis même si on se dit qu'on met des arômes soi-disant naturels ou des trucs comme ça, bon, c'est jamais aussi bien que, de mon point de vue, que sans rien. Et sur la whey, en fait, nous, on a l'alternative végétale avec notre super protéine végétale ou la protéine de pois, ça passe bien sans arôme, on va dire. Et donc, du coup, j'ai pas envie, moi, de me lancer et dans une whey avec des arômes ou même dans de la whey tout court, vu qu'on a une alternative et puis que je veux proposer des produits plutôt en dehors des circuits des produits animaux. Donc voilà. Après, c'est sûr on a une certaine incohérence parce qu'on vend quand même de la whey protéine et d'autres produits avec arôme des autres marques sur notre boutique. Et donc, du coup, on pourrait se dire, oui, pourquoi on développe pas des produits similaires sous notre propre marque? Et du coup, il y aura peut-être un report et les gens, à la place d'acheter, je sais pas moi, de la whey Citec, ils achèteront de la whey Superphysique Nutrition et puis on sera un peu plus gagnant. Ou peut-être qu'il y a des gens qui n'achètent pas chez nous parce qu'ils voudraient avoir une whey sans arôme. Et puis, je crois qu'on n'en propose pas. Donc, du coup, comme ils veulent tout commander au même endroit, ils commandent pas chez nous. Bref, c'est sûr qu'il y a plein de questionnements qui sont possibles. Mais moi, j'ai envie que la marque Superphysique Nutrition soit cohérente, entre guillemets, avec les valeurs que je souhaite défendre. Et donc, du coup, pour le moment, le mieux que j'ai trouvé, voilà, c'est de rester dans notre logique sans arôme et essentiellement des produits végétaux et de compléter avec des produits d'autres marques qui sont pas nécessairement en cohérence avec mes valeurs à moi. Mais c'est vrai que toute cette stratégie-là, ça se discute. Hein. Mais bon. Ouais, non, mais après, il y a le truc, il y a le fait que on est d'avis qu'on consomme déjà beaucoup trop de produits animaux, que ce soit pour beaucoup des produits laitiers, que ce soit des œufs, que ce soit de la viande, du poisson. Et c'est pour ça qu'on ne tient pas à encourager encore la consommation de protéines, donc laitières, CF animales, en proposant via la marque Superphysique.
On met d'autres marques pour dire voilà, vous pouvez si vous voulez, mais c'est pas quelque chose qu'on va vous recommander personnellement de prendre. C'est pas nos valeurs et on le voit de plus en plus. On en parlait la semaine dernière avec l'histoire des œufs, des poulaillers maison qui étaient contaminés. On voit de plus en plus que tout est contaminé et donc on n'est pas pour le surdosage de protéines animales, sachant qu'on en consomme déjà trop. Et c'est pourquoi nous, on recommande plutôt la protéine végétale en poudre, notamment notre super protéine végétale en poudre. D'ailleurs, j'ai une blague, Fabrice, si tu veux. Je sais pas si tu te souviens, Loïc sur le forum, il nous a dit que il avait mis cacao par défaut avec la protéine végétale. Ouais, tout à fait. Et donc, moi, je fais pas gaffe, tu sais, je commande, comme d'habitude, ma protéine végétale. Et je fais pas gaffe que c'est cacao, parce que moi, d'habitude, je prends nature. Et je reçois, et je dis, merde, c'est cacao. Et en fait, je me suis fait nudger par Loïc. C'est ça, tu t'es fait nudger par Loïc. Je me fait nudger, donc j'ai 4 kilos de protéines. Bon, elle est bonne, hein, franchement, cacao. Quand on est habitué à la nature, cacao, c'est délicieux. Vraiment, c'est que du cacao. Donc, bio en plus. Mais c'est vrai que c'est délicieux. Et je me suis fait nudger par Street, à dire Loïc, parce que j'ai reçu 4 kilos, donc 2 fois 2 kilos de protéines, super protéines végétales, cacao. Et c'est sûr que là, quand je la prends, je dis, c'est un délice ce truc. Vraiment, c'est délicieux. Il y en a qui vont l'acheter, puis après ils vont dire quoi? Il a osé dire que c'était délicieux alors Bah que oui. c'était pas délicieux. Ah si, c'est délicieux. Et en plus, moi, je mets mon collagène dedans pour dire. Donc, super collagène marin qu'on propose, issu de poissons bretons, de peau de poisson breton. Et donc, le goût passe ni vu ni connu, sachant que c'est déjà désodorisé, mais ça a quand même une petite odeur. Et ça passe nickel. Donc, je me suis fait nudger. Et donc, bref, pour revenir au sujet. On va quand même expliquer ce que c'est que le nudge, parce que c'est un mot à la mode, mais peut-être tout le monde ne connaît pas. En gros, l'idée du nudge, c'est d'induire un comportement de la part des gens, mais sans les pousser de manière explicite à prendre ce comportement. Et donc, et souvent, ce qu'on remarque, c'est que quand il y a un choix par défaut qui est fait, les gens ont tendance à pas trop changer le choix par défaut. Et donc, par exemple, là, sur la boutique, voilà, c'était goût nature, par défaut. Donc, Loïc a choisi de mettre goût cacao. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, il a mis goût cacao. Et en fait, en faisant ça, mécaniquement, les ventes de cacao ont augmenté parce que les gens sont restés sur ce choix par défaut. Peut-être ceux qui connaissaient pas le produit, ils se sont dit bon je vais prendre celui-là. Je connais pas, j'ai le choix entre neutre et cacao. Il y a cacao qui est proposé par défaut, je prends celui-là. Et en fait, voilà, il y a des expériences comme ça qui ont montré que par exemple dans une cantine scolaire, l'ordre des plats a une importance selon ce qu'on propose au début. Les gens vont prendre d'abord ceux du début. De mémoire, je crois que c'est ça le test. Et après, une fois qu'ils ont déjà rempli leur plateau, ils vont pas en prendre un autre. Et donc du coup, une manière de faire du nudge positif pour les gens pour qu'ils mangent sainement, je crois qu'il fallait mettre les aliments sains plutôt en début. Et du coup, ils chargeaient le plateau avec des aliments sains, puis après, il y avait plus de place pour les mauvais aliments. Voilà, c'était ça l'idée. Tu te souviens de cet exemple-là, Rudy? Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui suivent Leadercast, j'avais parlé du livre Nudge, justement, en détail, quand je l'avais lu. Et c'était, moi j'appelle ça de la manipulation douce. C'est pour ça que, par exemple, au supermarché, on vous met à hauteur de vos yeux ce qu'on veut que vous achetiez, et ce qu'on veut pas que vous achetiez, on le met très très haut, donc vous n'y avez pas accès, vous devez vous faire chier. Ou tout en bas, vous devez vous baisser, et comme de moins en moins de gens peuvent se baisser, voilà, comme ça c'est réglé, vous achetez ce qu'il y a devant vos yeux. Oui, j'avais pas perçu ça comme du nudge. Sinon, il y a un autre exemple, mais je me demande si on l'a pas fait en France, ça, mais je me souviens plus, où je crois que par défaut, avant, t'étais pas donneur d'organes, il fallait qu'explicitement tu demandes à donner tes organes, je crois, et là, je crois qu'il me semble qu'ils ont inversé. Je sais pas si c'est en France, je me souviens plus, ou ailleurs, et en fait, on s'aperçoit que les gens, reste sur le truc par défaut et moralité, ça change beaucoup de choses parce que du coup maintenant il y a beaucoup plus de donneurs d'organes alors que sinon quand il fallait une volonté explicite, il y en avait pas autant. Enfin voilà, c'est ça le principe du nudge. Et effectivement, donc Loïc sans le savoir a nudgé ceux qui achètent notre protéine végétale parce que maintenant ils prennent du cacao par défaut. Et ouais. Donc bref, voilà, je voulais qu'on fasse un petit point sur le sujet. Est-ce que tu as une actualité dont tu voulais nous parler, Fabrice? L'actualité. J'écoute un podcast sur l'obésité. C'est un podcast qui s'appelle Affaires étrangères avec Christine O'Krent. Donc d'habitude, c'est pas trop ce type de sujet qui est abordé, mais là il parlait de l'obésité et en disant que notamment dans les pays du Golfe ou au Moyen-Orient, il y avait de plus en plus d'obèses à toute vitesse. Et pourquoi, Rudy?
Eh ben parce que ces pays-là, ils sont en phase de transition alimentaire. Ah Et merde, alors, la transition alimentaire, c'est qu'est-ce que en c'est? gros quand tu as toutes les multinationales qui inondent le pays de malbouffe. Et donc, ça s'appelle la transition alimentaire. En gros, ils mangent de plus en plus industriel et se traduit mécaniquement par du surpoids et de l'obésité. C'est flagrant, en fait. Il y a une espèce de corrélation. Et donc, du coup, se développent des chirurgies pour contre l'obésité. Apparemment, Putain, c'est le serpent qui se mord la queue. c'est un des rares trucs qui marche. Donc voilà, tu mets en place des anneaux gastriques ou des choses comme ça. Et voilà. Et donc maintenant, ils ont de plus en plus d'obésité là-bas, et c'est vraiment lié aux multinationales. Et dans ce podcast, il parlait aussi d'un concept qui s'appelle le désert alimentaire aux Ah, qu'est-ce que USA. c'est? Et le désert alimentaire, c'est quand tu as 20 ou 30 kilomètres de chez toi, t'as pas à manger de fruits et légumes. Tout ce que tu as, c'est que de la malbouffe. Oh merde. Et donc ça s'appelle des déserts alimentaires. Et c'est vrai que quand j'étais allé aux USA, ça fait une petite paire d'années maintenant. Non, d'ailleurs c'était plutôt au sud du Canada que j'étais allé, mais il y avait beaucoup de ressemblances avec les USA. Et effectivement, c'était compliqué d'avoir des fruits et légumes. Il fallait aller au Walmart, donc prendre sa voiture. Et sinon, les trucs dans le centre-ville, c'est difficile d'avoir des Tu fruits es et légumes. nudgé malgré toi, Fabrice. Ouais, c'est ça, t'es nudgé malgré toi. Ou comme j'avais dit, là en Amérique du Sud, t'as pas de yaourt non nature. Enfin, c'est vrai que t'as de la malbouffe partout. Ou trouver du cacao sans sucre, du café sans sucre, il y en a qu'un dans le rayon. Tous les cafés, ils sont déjà sucrés. Enfin, bref, voilà, toute cette espèce de malbouffe, manifestement, elle va au Moyen-Orient ou dans les pays du Golfe. Et donc, il y a des pays comme le Liban, ils expliquaient, où avant, les gens étaient minces. Ils sont en train de grossir à la vitesse à grande vitesse à cause de cette nourriture-là. Ça m'étonne pas et donc ça me permet de rebondir sur un truc dont je voulais parler. Je sais pas si certains d'entre vous, les plus anciens connaissent Lipriest, je sais pas comment vous prononcez, non, c'est Lipriest, qui est un ancien culturiste professionnel, qui avait des bras énormes pour sa taille, il faisait 1m63 et puis il avait des bras énormes. Je crois que son meilleur classement c'est 6e à Olympia, dans les fin d'année 90, début années 2000. Et Lipriest, il fait toujours de la muscu, il gueule toujours, il a toujours une grande gueule. Et là, il a fait un petit point, il a passé les 50 ans, sur comment il avait modifié son entraînement pour continuer, entre guillemets, à être musclé, à être sec, tout ça. Alors Fabrice, en dehors des produits dopants, quel est le plus gros changement, à ton avis, que Liprist a mis en place pour, entre guillemets, être sec? Ouais, peut-être qu'il a changé sa diète, je sais pas. Je sais pas Alors, ce qu'il a fait. il dit qu'avec les années, en fait, il s'est rendu compte qu'il perdait du gras beaucoup, beaucoup moins facilement, que la diète suffisait plus. Et donc, Et donc, il fait du cardio? Il s'astreint au minimum à 2 heures de cardio par jour. Donc, 1 heure le matin, 1 heure le soir, en plus d'aller promener son chien dans la journée. Donc, le mec fait au moins 2 heures de cardio par jour. Donc, tous les jours. Plus il va promener son chien. Donc, ça se trouve, il marche au moins 1 heure, 1 heure et demie. Je sais pas quel chien il a, peut-être 2 heures. Et ce n'est que comme ça qu'il arrive à perdre du gras. Et donc, ça rejoint ce qu'on essaye de transmettre régulièrement, ce qu'on voit malheureusement sur nous. C'est que plus on vieillit, plus c'est difficile de perdre du gras. Donc, on a toutes les raisons quand on fait de la muscu, on a déjà un certain âge, entre guillemets, 35 ans, 40 ans et plus, de pas faire de prise de masse et de pas prendre du gras pour prendre du gras, parce que c'est beaucoup plus dur à perdre. Et là, Liprist, donc, qui est dopé jusqu'au bout, vraiment jusqu'à l'os, à fond, qui s'entraîne depuis 40 ans. Je crois qu'il avait commencé à 12-13 ans la muscu de mémoire. C'était le petit protégé de Tom Platz à l'époque. Le gars, aujourd'hui, avec tous ses antécédents, tout ça, il fait obligé de faire 2 heures de cardio pour être sec, quoi. En plus de son entraînement de muscu, en plus de la diète, en plus d'aller se promener son chien. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant par rapport, malheureusement, à ce qu'on constate. Oui, après, il faudrait savoir exactement quelle est sa diète, parce que Lipriest, on l'a connu aussi en mode porcinet, donc c'est pas très très clair si vraiment il est à la diète tout le temps ou pas. Euh, D'ailleurs, depuis que j'ai le smartphone, Rudy, il y a une application qui s'appelle Google Fit, qui est gratuite, que tu peux mettre en route, et puis après, qui traque un petit peu tes déplacements dans la journée. Donc, je pense que tout le monde connaît ce type d'application, vu que c'est à la mode pour pouvoir traquer si on a fait les fameux 7000 pas par jour. Et donc, c'est assez rigolo. Quand j'arrose mes plantes dans mon jardin, le truc se met en route tout seul, et puis il me dit que j'ai fait 1000 pas.
parce que il se trouve que mon jardin, il y a un point d'eau. Bref, il y a un endroit et les plantes sont à un autre endroit. Et avec mon Oui, arrosoir, je suis et puis obligé. comme tu as 18 hectares, ça va vite, quoi. Ouais, j'en ai pas, c'est pas aussi long que ça, mais effectivement, je dois faire des tas d'allers-retours à l'arrosoir pour arroser. C'est vrai que ça fait beaucoup de pas. Après, 1000 pas en une vingtaine de minutes, ça me paraît un petit peu beaucoup, mais bon. Bref, il me traque un petit peu toute la journée, ce truc-là. Quand je fais du longe-côte aussi, bah du coup, il me dit voilà combien de kilomètres j'ai fait, le dénivelé et tout. C'est un petit peu rigolo. Et du coup, bah, j'ai constaté. Ah ouais, combien de pas tu fais alors? Dis-moi Non, ben en tout. fait, c'est pas très Ah, fiable parce qu'avec le longe-côte, il me compte pas beaucoup de pas, alors qu'au final, je pense que j'en fais pas mal. Et à l'inverse, à mon avis, il surestime quand j'arrose les plantes et tout ça. Mais néanmoins, comme les gens ont dû le remarquer quand ils ont ce type d'application, si tu vas pas explicitement te promener dehors, faire une balade ou marcher parce que tu t'es garé loin d'un endroit où tu voulais aller, c'est sûr que les 7000 pas par jour, donc c'est-à-dire environ 5 kilomètres et quelques, tu les fais pas en fait, hein. ah bah, C'est je peux rebondir. J'ai des anecdotes. Parce que justement, bah, toi là, tu découvres le smartphone, tout ça, mais en fait, tous ceux qui ont des montres connectées, donc, que ce soit des montres Apple, Samsung ou plus sportives. Moi, j'ai une Garmin, mais il y a Coros, il y a Decathlon qui fait des super montres aussi maintenant, Sonto, je cite tout le monde pour oublier personne, Polar, bref, voilà, comme on est affilié à personne. Et sur ces montres-là, tu as un compteur justement. Et donc, moi, bah, comme j'ai des élèves qui font appel à mes services de coaching qui sont de plus en plus âgés, voilà, qui ont 35, 40, 45, 50 ans et plus, en fait, et qu'on ces montres-là, je leur dis, bah voilà, combien de pas tu fais quand ils veulent perdre du poids par jour. Et souvent, ce que j'ai constaté, c'est que ils étaient autour de 2-3 000 pas par jour. En fait, ils ont un travail sédentaire, ils prennent la voiture, comme tu dis, donc ils font pas beaucoup de pas. Et donc, une des premières recommandations que je leur donne, c'est de dire, bah, essaye de faire 10 000 pas par jour. Au début, je disais, bah, 7-8 000. Puis en fait, je dis, bon, bah, allez, fais 10 000. Et ça consiste, en fait, pour faire 10 000, faut que tu ailles marcher au moins une bonne heure par jour. ouais, c'est ça, Et pas tranquillement, c'est mais une ça. bonne heure. Parce que moi, je vois, bah, là, en ce moment, il fait beau. Donc, je vais remarcher le soir après manger. Ça détend bien. Et pour moi, c'est cool. Et donc, il te faut une bonne heure de marche pour arriver à tes 10 000 pas. Sinon, bah, tu n'y arrives pas et tu te rends compte que finalement, 10 000 pas, c'est pas si simple que ça quand on voit tout le confort qu'il y a autour. Mais donc, avec les montres connectées, donc Fabrice, je pense que ton prochain achat ou pour ton anniversaire, Superphysique t'offrira une montre connectée. Et tu pourras même voir la vitesse de tes pas. Voilà, mais oui, voilà, ça, au moins, ça rend explicite le fait que si, à un moment donné, tu choisis pas, en gros, d'aller te promener, finalement, c'est difficile voilà, de marcher suffisamment, quoi, hein. C'est ça l'idée, quoi. Bah ouais, non, mais c'est sûr que ça, c'est pas que ça motive, mais c'est quand même un petit truc où tu vois ton nombre de pas et tu dis, tu vois, là je l'ai allumé. Aujourd'hui, j'ai fait quoi? C'était au kayak, c'était à la muscu, tout ça. J'en suis à 4800 pas. Mais en allant marcher, je vais arriver à 12 ou 13 000. Mais c'est pas si simple, en fait, de faire ces 10 000 pas. Quand je donne des cours, par exemple, et bah, je fais pas beaucoup de pas. Alors, certes, je fais d'autres activités physiques, donc ça va, au global. Mais c'est pas si simple, en fait. Si t'as un truc sédentaire, que tu poses derrière un ordinateur 8 ou 10 heures par jour, que tu prends les transports en commun, t'y es pas aux 10 000 pas, hein. Il faut vraiment te forcer. Et j'avais même des élèves, et je vais un peu plus loin, qui sont extrêmement motivés, qui ont acheté un petit tapis sans moteur, tu sais, qu'on peut trouver à Mhm, Decathlon, à mhm. Go Sport ou autre, et qui mettent ça en fait le soir et qui marchent devant une série ou devant un film tranquillement en fait, parce que surtout l'hiver, quand il fait noir, ils se disent bon bah j'ai pas eu le temps d'aller marcher, je rentre chez moi, il était 17 heures, il fait noir, et ils se mettent sur le tapis à marcher tranquillement, voilà. Donc ça peut être aussi une idée pour les plus motivés. Oui, oui. Bah alors après l'appli, là, je l'ai mis pour m'amuser, mais ça va vite plus m'amuser. Mais à mon avis, c'est un peu comme quand tu comptes les calories pour la nourriture. Compter les calories tout le temps pour la nourriture, pour moi, ça sert à rien. Mais quand tu le fais un tout petit peu, juste sous quelques jours, pendant quelques jours, eh ben, ça te permet d'avoir les ordres de grandeur et de comprendre quelle est la différence entre manger un truc de malbouffe et puis manger des lentilles et du tofu en termes de calories. Ou combien ça te coûte de manger un Kinder Bueno ou une saloperie en termes de Ah bah calories bien sûr, par bah ouais. rapport à manger des carottes, tu vois. Et tu fais ça quelques jours et là, tu as les ordres de grandeur et puis après, une fois que tu as compris, tu n'as plus besoin de compter normalement. Bah là, c'est pareil avec le Google Fit. Une fois que tu as intégré qu'effectivement, pour avoir tes 10 000 pas, bah, faut voilà, se donner explicitement le but d'aller marcher. Après, c'est bon, t'as pas besoin de mesurer tout le temps. Mais voilà, ça pose, c'est vrai que ça aide à poser le truc. Et voilà. Ah non, mais si tu marches pas au moins une heure par jour, tu fais pas une vraie marche, c'est hyper difficile. Et quand j'étais à Forteventura pour aller à la location de kayak, bah ça c'était bien parce que j'avais 15 minutes de marche, donc j'avais 15 minutes pour y aller, 15 minutes pour revenir, 15 minutes pour y aller, 15 minutes pour revenir, en plus bah, d'aller me promener tout ça. Et là, j'arrivais vite à 20-30 000 pas par jour sans forcer parce que justement tout était accessible à pied, quoi. J'avais pas besoin de prendre la bagnole ou
ou le vélo. Ouais, c'est ça. Mais ça, C'est c'était ça. hyper pratique, quoi, pour faire mon nombre de pas, en tout cas. Ok. Alors après, je voulais aborder un autre sujet, un Ah! peu plus lié à la musculation. Maintenant que je suis devenu un tamalou avec toutes mes histoires et que donc je connais un peu mieux le monde médical, on va dire. Régulièrement, on a des gens sur le forum qui ont des douleurs par-ci par-là. Alors des fois, c'est des trucs hyper classiques, donc la fameuse tendinite au tendon du biceps. Bon, ça, pas de problème. On est habitué à ce truc-là. C'est hyper courant en muscu. On sait comment entre guillemets, le soigner. Et puis, bon, rétrospectivement, c'est vraiment pas handicapant dans la vie de tous les jours, à moins que vous soyez peintre avec le bras pour lequel vous avez une tendinite ou ramoneur de cheminée, vous avez besoin de lever l'épaule. Franchement, la tendinite au biceps, au final, c'est vraiment peanuts, c'est pas très gênant. Et donc, on le vit bien. Mais des fois, voilà, il y en a qui ont des problématiques qui sont un peu compliquées et ils disent qu'ils sont allés voir leur médecin généraliste parfois et qu'ils n'ont pas eu la bonne information ou au contraire, ils se sont renseignés sur Internet puis ils sont tout perdus, tout ça. Et donc, moi, je vous suggère une technique, c'est simplement d'aller sur le site donc Doctolib, que tout le monde connaît là, vu la promotion qu'il y avait eu dessus pour le Covid, et vous cherchez médecin du sport. Et ça, c'est vraiment un truc qui est bien parce qu'il y a 20 ans, pour avoir accès à un médecin du sport, c'était compliqué en fait. On savait pas nécessairement quel médecin du sport il y avait autour de chez nous. On tombait souvent sur des médecins généralistes. C'était compliqué d'avoir un vrai rendez-vous avec un médecin du sport. Là, avec Doctolib, assez facilement, vous identifiez tous les médecins du sport qui sont dans un rayon, je sais pas moi, de 60 km autour de chez vous. Et là, si vous avez voilà, quelque chose qui va pas et que vous savez pas c'est quoi, mais que c'est très pénalisant, ça vous fait des douleurs. Donc là, il y en a un qui disait qu'il avait des décharges électriques dans les bras. Bon, je pense que quand on a des décharges électriques dans les bras, quand on fait un certain mouvement, c'est quand même un petit peu quelque chose et il faut peut-être savoir quand même ce qu'on a. Et donc, Ouais, quand même, hein. voilà, t'identifies quelques médecins du sport, par exemple, tu en identifies 3 autour de chez toi, et là, tu vas te prendre 3 rendez-vous. Ce qui va se passer, c'est que très probablement, si c'est comme vers chez moi, tu n'auras pas tes rendez-vous avant plusieurs semaines. Oh! Mais néanmoins, au Doctolib, il y a une petite case magique qui s'appelle être informé si quelqu'un annule le rendez-vous. Et en fait, ce qui va se passer, donc, c'est que tu prends tes 3 rendez-vous avec tes 3 médecins du sport différents, si tu n'en as pas encore un d'attitré, donc à probablement dans 3 semaines. Et puis, ben, petit à petit, il y a des rendez-vous qui vont s'annuler. À chaque fois, toi, tu vas rapprocher tes rendez-vous. Et une fois que le rendez-vous est suffisamment prêt pour que ça te convienne, et ben, tu gardes le rendez-vous le plus près, t'annules tes 2 autres consultations. Après, tu vas voir ton médecin du sport, tu fais ton rendez-vous avec le médecin du sport. Puis là, bah, tu auras au moins une meilleure idée de ce que tu as, et puis après, bah, tu seras suivi par un médecin du sport. Alors après, évidemment, il faut une certaine flexibilité, parce que si vous êtes disponible que le soir ou que le samedi, forcément, vous aurez jamais votre rendez-vous, quoi. Il va falloir prendre peut-être un jour de congé ou un jour de RTT ou je sais pas quoi pour aller au rendez-vous, pour pouvoir l'avoir le plus tôt possible. Et en fait, pourquoi je recommande d'aller chez le médecin du sport? Parce que quand on regarde sur Internet, là par exemple pour le truc que j'ai au genou et qui d'ailleurs commence à passer, si on regarde, voilà, on cherche sur Internet, voilà, j'ai une douleur devant le genou, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, avec les mêmes symptômes, juste de la douleur devant le genou, ça peut être un syndrome rotulien, ça peut être un syndrome fémoro-patellaire, ça peut être une tendinite du patellaire, je crois, si ça s'explique comme ça. Ben, bref, il peut déjà y avoir 3 trucs différents. Et si après, une fois que vous êtes autodiagnostiqué, vous cherchez la solution au problème, alors mettons que vous disiez, ah bah tiens, douleur devant le genou, ça doit être un syndrome rotulien. Et après, vous tapez exercice ou comment corriger le syndrome rotulien. En fait, si vous vous êtes gouré dès le départ dans le diagnostic, et ben du coup, les exercices que vous allez faire vont pas forcément aller, et ça se trouve, ça va empirer le truc. Alors que quand vous allez chez le médecin du sport, lui, il va vous papouiller le genou, tester des trucs, tout ça. Et après, quand vous ressortez, vous avez une bonne idée du diagnostic. Et donc, du coup, ça facilite grandement les choses. Et voilà, et je pense à ça parce que vraiment, des fois, il y en a qui racontent des trucs là dans le forum blessure. Alors, soit ils sont devenus des tamalous chroniques comme moi et ils ont fait 30 millions de rendez-vous partout, des IRM et tout ça, et on ne sait pas pourquoi ils ont mal. Ça, c'est le cas, le mauvais cas. Ou soit des fois, eh ben, ils ont les pires problèmes depuis 2 ans et ils sont toujours pas allés voir au moins un médecin du sport. Alors que, comme je dis, c'est vraiment facile avec Doctolib, avec la méthode que j'ai décrite là, quoi.
Et je voulais finir encore avec Internet, c'est que quand on s'autodiagnostique sur Internet et qu'on se gourre, c'est facile après, spécialement quand on est un tamalou, quand on est devenu un tamalou, de se faire du stress parce que quand on voit tout ce qu'il est possible d'avoir, Et puis surtout que tu vois tous les témoignages des gens qui ouais, s'en sortent ouais, pas. c'est ça. En fait, après ça va pas. Et pour vous dire, donc moi, pour mon histoire de devant du genou là, donc syndrome fémoro-patellaire, à un moment donné, j'étais tombé sur un article en anglais qui disait que il y avait 50% des sportifs de haut niveau qui n'arrivaient pas à se remettre de ce symptôme-là et qui devaient arrêter leur carrière. Et donc j'avais intégré ce truc-là. J'en discute avec le médecin du sport. Je dis ouais, j'ai lu ce machin-là et tout ça. Il me dit ouais, ça m'étonne, c'est vraiment beaucoup. Des syndromes fémoro-patellaires, j'en vois tous les jours. Heureusement que quand c'est des sportifs, ils arrêtent pas, il n'y a pas un taux de 50% d'arrêt. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le document que j'avais consulté, c'était pour une tendinite du patellaire, mais c'était en anglais. Les symptômes ressemblaient, le traitement correctif ressemblait à peu près, et du coup, ça faisait sens pour moi. Mais en fait, c'était un document qui correspondait pas à ma pathologie à moi. Mais dans ma tête, j'avais intégré, tu vois, qu'il y avait la moitié des sportifs de haut niveau qui arrêtaient. Et donc, voilà, comme quoi, de bonne foi, je m'étais mis une mauvaise information dans la tête, tu vois, en voulant me renseigner un peu tout seul. Et donc, du coup, voilà, c'est pour dire qu'il faut faire gaffe. Surtout des fois, quand la doc est en anglais et qu'on comprend pas toujours bien l'anglais, ce qui est mon cas, et ben voilà ce qui s'est passé. Et moralité, maintenant, j'arrête trop de trop me documenter tout sur le écouter, sujet de tout maintenant. lire, parce que finalement, tu t'en sors pas. Ouais, finalement, peut-être qu'à un moment donné, c'était bien, ou quand on s'investit vraiment dans un sujet, par exemple, voilà, si vous vous investissez dans la musculation, comme l'a dit Rudy, effectivement, c'est important éventuellement de vouloir se documenter sur l'anatomie, tout ça, vu que vous voulez vraiment vous impliquer dans la muscu. Mais moi, j'ai pas spécialement envie de m'impliquer dans les blessures au genou, en fait. Je veux juste régler mon problème à moi, tu vois. Je m'en fous de me documenter là-dessus. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, mieux vaut se laisser entre guillemets porter par le médecin du sport, les kinés et tout ça, que d'essayer de s'auto-diagnostiquer. Mais quand bien même après, tu peux essayer de te documenter sur le truc, mais au moins le médecin du sport t'a donné la bonne pathologie. C'est déjà bien, quoi. Alors que quand tu sais pas ou quand tu inventes un truc après avoir lu sur Internet, vraiment c'est pas bon, quoi. Donc je recommande à tous de faire la technique là Doctolib, médecin du sport, pas médecin généraliste. Médecin du sport, le généraliste, il sert à rien en fait pour notre cas à nous. Et puis voilà, cocher la case, je veux être informé s'il y en a un qui annule un rendez-vous. Et voilà, ça vous aidera peut-être. Après, je rajoute juste que parfois, le diagnostic, malheureusement, du médecin ou même du kiné peut ne pas être le bon, mais malgré tout, moi, je suis assez convaincu, comme c'est quand on me demande qui faut suivre en muscu, quelle source faut suivre, tout ça, que c'est important de faire confiance à une personne à la fois, plutôt que de s'égarer, comme tu disais, où tu regardes absolument tout et après tu sais plus donner de la tête. Et c'est pour ça qu'on a plein de questions sur les forums Superphysique depuis plus de 20 ans. Parce qu'après, ouais, on sait plus donner de la tête et on sait plus quoi faire. Et c'est pour ça que là, la recommandation d'aller voir un médecin du sport, idéalement compétent, qui lui voit plein de patients, plein de personnes défiler, donc il y a déjà quand même de l'expérience sur les choses, qui ensuite va vous recommander, là, comme dans le cas de Fabrice, un kiné qu'il estime compétent. Souvent, ils sont en relation avec des kinés qu'ils estiment. Et donc, qui ensuite va mettre en place, on va dire, une grande partie de ce qu'il faut pour essayer d'en guérir, en testant des hypothèses, en testant des choses, plutôt que de s'éparpiller. Mais c'est vrai que des fois, on voit des douleurs sur les forums. Faut pas hésiter à aller chercher de l'aide ailleurs, plutôt que d'attendre que ça passe, parce qu'on sait très bien que le repos, ça marche de moins en moins avec les années. Ouais, parce qu'un médecin du sport, en tout cas là, celui que je vois, en fait, il ne traite que des trucs de sport. Il traite pas des rhumes, des grippes, des machins comme ça. Donc en fait, toute la journée, le type, il voit passer des blessures de sport. Donc c'est pour ça qu'il me dit des syndromes fémoro-patellaires, j'en vois au moins un par jour. Donc du coup, le type, il connaît un peu son truc. Alors que si vous allez voir votre médecin généraliste, euh, il voit pas passer tant de blessures de sport que ça, puis du coup, vous perdez un peu votre temps en fait, parce que il va pas bien gérer votre chose. Et le médecin du sport, c'est bien pour ceux comme nous qui ont des blessures liées au sport. C'est là qu'il faut aller. Et grâce à Doctolib, c'est très facile maintenant. Allez, sur ce, est-ce qu'on est prêt pour attaquer les questions du forum, Fabrice? Oui, vas-y, attaquons. Alors, il y a une question à laquelle je voulais répondre, c'est une question de Jérémy, qui nous dit, est-ce que l'effet de potentiation fonctionne également en passant d'un exercice à un autre? Exemple, commencer par du développé militaire aux haltères assez lourd et passer ensuite au développé couché barre en série moyenne. Est-ce que développé couché barre,
on est complètement cramé des épaules, ou alors au contraire, on va retrouver un regain de force dû au fait que le mouvement est plus facile et l'angle de travail différent. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah alors, est-ce qu'il y a une potentiation d'un exercice à un autre? Oui, je pense que il y a un peu, oui, tout à fait, que l'ordre des exercices a une importance. Et effectivement, par exemple, mettons qu'on commence par du développé couché un peu lourd, on va dire. Allez, en série de 6-8 reps, même si pour moi, c'est pas nécessairement ça qu'il faut faire. Si après, vous passez avec du développé incliné avec halter en visant, je sais pas moi, du 12-15 reps, eh ben, effectivement, il est possible que vous vous sentiez un petit peu plus facile au passage au développé incliné qu'halter. Je suis d'accord il peut y avoir un petit effet. Après, l'ordre qu'il a donné, lui, commencer par du développé Militaire pour les épaules. Avec haltère. militaire pour les épaules et après passer au développé couché. Alors ça fonctionne pas du tout. Au contraire, il aura plus du tout de jus pour le développé couché et voire même il va se blesser les épaules. Donc là, cet ordre-là, il est pas bon. Nous, on avait testé plein de fois ça dans le temps parce que dans les années 2000, quand je lisais les théories de l'entraînement à haute intensité ou comment s'entraînaient ce qu'ils appelaient les old-timers, c'est-à-dire ceux qui s'entraînaient dans les années 30, comme ils étaient beaucoup issus du monde de l'haltérophilie, il y avait beaucoup de développé militaire et le développé militaire était même mis en avant avant le développé couché. Et donc, il y avait des entraînements du style je sais pas moi, squat en série de 20, développé militaire ou développé nuque, rowing, après c'est développé couché, tout ça. Et donc plein de fois j'ai testé le fait de commencer par faire du développé militaire et après de passer au pec. Et en fait c'est un désastre, hein. Ça ne marche pas du tout. On n'a pas de force au développé couché, on prend pas de pec, on risque de se faire mal aux épaules. Enfin ça va pas du tout. Par contre dans l'autre sens, quelqu'un qui ferait un entraînement voilà push pull leg comme c'est à la mode et qui commence par faire les pecs, donc du développé couché et mettons allez des dips ou de l'incliné, et puis un peu plus tard dans sa séance, il refait du développé avec halter pour les épaules ou du développé militaire pour les épaules, ce qui pour moi ça ferait trop dans la séance, mais bon puisqu'il y en a qui veulent faire du push pull leg, admettons, et ben dans ce sens-là ça passe mieux. En fait, il y a moins de pertes à faire des mouvements de développé couché et après des mouvements pour les épaules que l'inverse. Donc, faut mieux dans ce sens-là. Et voilà, et je te donne la parole, Rudy, pour ne pas parler trop. Ah oui, on a vu que tu étais un spécialiste des médecins du sport, donc j'ai pris une question qui m'intéressait. Alors, pour rappel, la potentiation, c'est l'art, entre guillemets, de tromper son système nerveux. Il faut savoir que, en gros, au fur et à mesure qu'on va progresser, comme j'en parlais dans ma vidéo d'il y a 2 semaines sur YouTube, en fait, on va apprendre à progresser. On va apprendre à utiliser plus de fibres en même temps, musculaires, d'unités motrices. On va apprendre à contracter ces fibres de manière plus forte. Donc, on va envoyer plus de fréquences d'impulsion motrice, donc de Hertz. Et donc ça, il nous a expliqué que, en gros, la moyenne des gens vont arriver avec de l'entraînement autour de 65 à 70 Hertz. Donc ça, avec de l'entraînement, c'est à peu près la moyenne. Les gens vont envoyer ça en termes de fréquence d'impulsion, d'influx nerveux. Or, ça, c'est une limite qui est imposée, entre guillemets, par plein d'inhibitions dans notre corps. Donc, vous savez, on est récepteurs, il y a plein de récepteurs, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, qui font qu'en fait, ça va envoyer des signaux un peu de sécurité, qui vont limiter ces 65 Hz, alors qu'en fait, en théorie, on pourrait envoyer 100, 120 Hz, 150 Hz, on pourrait contracter nos fibres de manière beaucoup, beaucoup plus forte. Mais notre corps, un peu comme pour la souplesse, détecte que c'est dangereux, qu'on n'est pas prêt, et donc va envoyer plein d'inhibitions en disant attention, là tu contractes déjà trop fort, donc tu vas contracter un peu moins fort, donc il va limiter notre force. C'est pour ça que je suis pour l'adage de plus en plus qu'il faut faire équipe avec son corps. Et donc la potentiation, c'est tout l'art justement de tromper son système nerveux en se désinhibant un petit peu, désinhibant certains récepteurs pour en envoyer plus. Et donc on comprend qu'en faisant ça, on va avoir accès à plus de force et donc une surcharge progressive, qui sera plus vraiment progressive, mais même si ça c'est pour beaucoup, qui va nous permettre de mettre plus lourd sur nos barres et donc de mieux progresser. Le problème, c'est, on pourrait se dire, bah ouais, c'est super, c'est ce qu'il faut que je fasse à chaque entraînement. Ce qu'on sait malheureusement, c'est que c'est hyper difficile à mettre en place et souvent c'est risqué. Il y a plusieurs façons de le mettre en place. La première, c'est effectivement de faire une série très lourde. Par exemple, en fin d'échauffement, de faire une répétition, genre à 92 ou 95% de son maxi, donc pas vraiment à son maxi. Ensuite, de prendre nos 2, 3, 4 minutes de récup et de faire ces séries. Donc là, il y a une sorte, sur le même exercice, donc là, il y a une sorte de gain, mais il faut monter lourd à chaque fois. Donc on sait que malheureusement, avec l'expérience, plus on met lourd, plus c'est dangereux, moins nos articulations, nos os, nos tendons, nos ligaments aiment et nos muscles aussi de moins en moins.
même si c'est ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. Il y a aussi le fait qu'on peut le faire juste en faisant des sorties de barre. Je me souviens que développé couché, quand je faisais des compétitions 2005, 2006, 2007, quelque chose comme ça, et bah faire une sortie de barre, juste prendre la barre en haut, peut-être à 150, alors qu'on a un maxi à 140, et après faire ses séries à 120, et bah ça trompait le système nerveux. Il y a cette différence lourd-léger en fait. Et c'est pareil sur les entraînements de type bulgare, que certains peut-être connaissent, où il s'agit de faire 3 répétitions à 90% de son max, enchaînées avec des répétitions à 70 ou 60% de son maxi. Et là, pareil, il y a un contraste qui fait que on va en faire plus avec la barre plus légère que si on n'avait pas fait les répétitions lourdes avant. Ça, c'est la potentiation directe, donc sur le même exercice. Maintenant, ce qui existe aussi, c'est la potentiation indirecte. L'un des premiers à en avoir parlé, c'était Michael Gonil, notamment quand on a fait tous les tests sur l'électrostimulation. Et d'ailleurs, j'ai commencé à faire des tests, entre guillemets, sympathiques avec mes élèves en BPGEPS, parce qu'on a en fin d'année, entre guillemets, ils ont bientôt leur examen, et d'ailleurs, on a déjà commencé pour certains, et on a fait l'électro. Et donc, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'une contraction d'un muscle plus gros, qui a plus de fibres, qui a donc plus de force, peut influencer les charges qu'on va mettre sur d'autres exercices. Et donc, avec l'électrostimulation, c'était assez facile, mais non sans mal, vu comment ça fait mal. Mes élèves pourront témoigner. Et ben en fait, de mettre l'électrostimulation sur un gros muscle, par exemple sur les quadriceps, sur les fessiers, de le mettre à fond, parce qu'un appareil d'électrostimulation peut monter jusqu'à 150 Hz si on en prend un vraiment qui monte assez haut, donc qui coûte assez cher aussi. Et donc on mettait 150 Hz, on mettait le max de l'appareil, on prenait un peu de récup, et ensuite on passait sur l'exercice. Et effectivement, chez les personnes qui avaient un niveau confirmé, donc en général, quand on a beaucoup de volume musculaire, c'est qu'on a plus de fibres rapides qui ont été développées. Donc c'est ces fibres-là qui ont le plus de pouvoir de potentiation, de post-activation, qui sont des synonymes, si jamais. Et je voyais des gains comme ça, donc j'avais testé sur pas mal de gars qui faisaient du power à l'époque. Moi, j'avais testé plein de fois, mais le problème, c'est que c'était la mise en place. Ça coûtait bonbon parce que les électrodes, quand on les utilise avec beaucoup d'intensité, et ben elles durent pas bien longtemps. Et les électrodes, le prix a sacrément monté vu que j'étais en acheté. J'ai bien vu que là, on était au moins, je crois que j'ai payé au moins 15 balles les 4 électrodes. Et donc, si on met à fond, bah, au bout de 10 fois, elles sont mortes, hein. Même avec du gel, tout ça, elles tiennent pas. Elles sont rincées. Et donc, effectivement, il y a ces deux types de potentiation, locale et générale. Mais, et je dis pourquoi on l'utilise pas à chaque fois, parce que un, c'est dangereux, et deux, moins on a de niveau, moins ça fonctionne, sachant que on a encore une grosse marge de progrès en termes de désinhibition, à force de progresser en faisant les classiques, on répète régulièrement, à savoir utiliser des cycles de progression, programmer sa progression, comme le fait par exemple l'application SP Training, sur laquelle on a fini avec Pierre l'algorithme pour les exercices polyarticulaires. Il reste maintenant l'algorithme des cycles de progression pour l'exercice monoarticulaire d'isolation. Ça arrive, soyez prêts, ça va être énorme. Bref. Là, tu parles de la version 3 de l'appli, parce qu'en fait, Exactement. la version 2 de l'appli, elle fait déjà des trucs. Oui, bien sûr, mais là, ça va être énorme, Fabrice. Ça va être énorme. Même toi, tu pourras la télécharger. Je ferai un code de réduction. Je ferai un code promo. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, ça peut fonctionner. Maintenant, pour que ça fonctionne, pour la potentiation, il ne faut pas que l'exercice que vous faites pour potentier, si c'est un exercice différent, vous fatigue. En fait, c'est cet équilibre entre potentiation, je m'active, entre guillemets, et fatigue, qui fait que derrière, je vais pouvoir mettre plus lourd ou pas. Si je fais un développé couché et que je force, par exemple, une série de 6-8, il y a très peu de chances ensuite, notamment si j'ai de l'expérience et que je suis allé loin dans l'effort, si je vais à une répétition de l'échec sur ma dernière série, par exemple, que derrière, même avec de la récupération, je potentie et j'arrive à mettre plus lourd sur mon développé incliné que si j'avais pas fait le développé couché avant. Par contre, si je faisais juste du développé couché, peut-être juste une montée ou un peu de force, c'est pas un 3x3, et qu'après je faisais des séries de lutte à l'incliné haltère, là, il y a de fortes probabilités qu'il y ait une potentiation. Mais dès qu'il y a une fatigue, entre guillemets, métabolique, on va dire, qui se met en place, en plus de la fatigue nerveuse quand on va forcer, et ben là, il n'y a plus de potentiation possible. Donc c'est pour ça que c'est un peu tombé en désuétude, ce truc-là, parce que l'électro, ça faisait super mal, et deux, ça oblige, entre guillemets, à prendre des risques qui sont inconsidérés. C'est comme un peu l'excentrique que je dérive un peu quand j'entraînais en force athlétique, pareil, avant 2010. Je ne sais plus quelle année j'ai entraîné, peut-être 2012-2013. Bref, et on parlait de l'excentrique, on disait l'excentrique c'est super. Ah, mais sauf que mettre 120% de ton max sur une barre pour la descendre, quand tu fais du squat déjà à 200 ou 220 ou 230, c'est hyper dangereux. Déjà que c'est déjà dangereux de se mettre 200 sur le dos. Donc au final, les mecs le faisaient pas par souci de sécurité. Et là, c'est un peu pareil ce qui se passe, c'est que finalement, c'est pas si miraculeux que ça, même si en théorie, c'était hyper séduisant. Et en fait, en pratique, du moins avec l'électro, ça rallongeait les séances et ça coûtait un saladier. Et sinon, ça marchait beaucoup, beaucoup moins bien. Dans le style qu'on gagnait même pas une répétition en faisant ça. Donc finalement, on a laissé tomber.
Moi, je peux en dire là-dessus. En fait, il y a deux aspects. Est-ce qu'il y a une technique en fait qui permet, entre guillemets, qui permettrait de utiliser plus, enfin, de limiter cette désinhibition dont tu as parlé. Voilà. Est-ce que au long cours, il y a un espèce d'exercice qu'on pourrait faire qui limite l'inhibition et qui fasse, je dis au hasard, que à la place d'utiliser 60% de son système nerveux, eh ben, on arrive à en utiliser 80%. Voilà. Indépendamment de l'entraînement de musculation, effectivement, s'il y avait une technique comme ça pourrait valoir le coup pour permettre de progresser plus vite. Je sais pas, admettons qu'en faisant Du soulevé de terre. admettons qu'en faisant régulièrement des pompes claquées, quoi, ou de la pliométrie pour les pectoraux, voilà, ben, on arrive à passer de 60 à 80%. Ben ça vaudrait la peine. Mais là, c'est le processus aussi que tu as décrit, que je faisais aussi pour la barre de développé couché, où en gros, bah voilà, si vous avez prévu de faire, je sais pas moi, 12 reps à 80 au développé couché, et ben vous allez faire une montée de barre tout simple, un déraquage de barre à 100 kilos. Vous allez tenir pendant 20 secondes la barre à 100 kilos et vous la reposez. Et là, vous avez une espèce de désinhibition qui va durer quelques minutes, donc temporaire, et qui fait qu'ensuite, quand vous faites votre série de développé couché à 80 kilos, il y a des chances que, à la place de faire 12 reps, vous allez réussir à faire 13 reps, parce que vous allez être plus explosif que d'habitude. Les premières répétitions vont passer plus vite, et puis finalement, vous allez peut-être en faire 13 à la place de 12. Voilà. Et donc là, vous êtes super content, voilà, vous faites votre séance, et puis vous vous dites, oh, bah dis donc, j'ai gagné une rep, voilà, je suis content. Après, tu arrives à la séance d'après. La question, c'est qu'est-ce que tu fais? Parce que du coup, comme tu as validé ta rep ou tu as fait une rep en plus, tout ça, et ben en théorie, voilà, faut que tu aies une progression supplémentaire. Donc, admettons, soit tu passerais à 13 ou 14 reps selon combien tu en as fait, ou soit tu augmentes la charge ou quelque chose comme ça. Sauf que ton gain précédent, tu l'avais eu avec avec cette technique, entre guillemets, de désinhibition de l'inhibition. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu recommences à nouveau de déraquer un 100 kilos puis de le tenir pendant 20 secondes, et même tu le tiens pendant 30 secondes maintenant pour que ce soit aussi une progression dans la désinhibition. Ou alors, est-ce que tu te dis, bah, cette fois-ci, je fais pas la technique que j'avais fait la fois d'avant et je fais directement ce qui est prévu dans la séance. Mais sauf que mentalement, t'es pas bien. Parce que la dernière fois, tu avais fait la technique de désinhibition, mais là, tu la fais pas. Donc, doute. Donc, pas bien. Et alors, admettons que tu refasses la technique de désinhibition. Donc, à nouveau, ben, voilà, tu fais ce qui était prévu. Mais donc, au final, à la fin, tu te mets à progresser comme si tu n'avais pas fait la technique, sauf qu'à chaque fois, tu gagnes une rep en plus par rapport à l'absence de technique. Et finalement, ta progression revient au même. Tu vois ce que je veux dire, Rudy? Tout à fait. Et donc, sauf que par contre, tu as créé du risque et tu perds du temps parce qu'à chaque fois, maintenant, faut déraquer, machin. Au fur et à mesure, la technique fonctionne de moins en moins bien. Je sais pas comment dire parce que le contraste ne se fait plus assez bien au fil des séances. C'est comme si on s'habituait au déraquage. Bien sûr. Et moralité, c'est de moins en moins efficace. Ou alors il faut augmenter de plus en plus la charge. Enfin bon, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis finalement, on se dit, mais tout ça pourquoi, au final, vu que si je fais pas cette technique, je perds une rep, tu vois. Et donc au final, moi j'ai trouvé que c'était pas très utile. Et il y avait une autre technique aussi qui pouvait marcher pour le développé couché avec halter. Donc mettons que vous faites du développé couché avec halter à 30 kilos. Entre les séries ou avant votre première série, vous prenez des haltères de 45 et puis vous faites des shrugs, des haussements d'épaule. Donc en gros, ce sera des gesticulations d'épaule probablement parce qu'avec une charge pareille, en réalité, on monte pas beaucoup. Mais c'est pas grave. C'est juste de manipuler dans les bras, de sentir ce que c'est des haltères de 45-50. Et après, quand vous allez prendre vos haltères de 30 au développé couché, ils vont vous sentir tout léger, au moins pendant les premières reps. Et à nouveau, vous allez avoir ce phénomène d'explosivité, tout ça, qui va peut-être vous faire gagner une rep si vous faisiez une série relativement longue. Si vous faisiez une série de 5 reps, il va probablement pas se passer grand-chose. Mais en gros, voilà, vous pouvez faire ça aussi avec les shrugs. Mais sauf que, à nouveau, vous mettez du risque, parce que ça veut dire qu'il faut déraquer des haltères de 50 kilos en se penchant un peu, tout ça, faire des shrugs à 50 kilos avant la série de coucher ou entre les séries de coucher, tout ça. Et tout ça, pourquoi? À nouveau, la fois d'après, pour votre progression, vous êtes emmerdé parce que vous savez pas s'il faut recommencer la même technique ou pas faire la technique. Mais si vous faites pas la technique, vous perdez la rep que vous avez gagnée, donc ça a fait foirer votre progression. Et donc, moralité, tout ça pour dire que pour avoir testé plein de fois ce truc-là,
cette espèce de désinhibition temporelle, ma conclusion, c'est que ça sert à rien, en fait. Ça ne fait pas gagner la progression. Ça prend un temps fou, quoi, aussi, hein, c'est ça. Oui, puis comme le gain est temporaire, au final, ça n'est pas très avantageux. Par contre, effectivement, si au long cours, faire cette technique-là permettait complètement de se désinhiber, ça vaudrait le coup. Mais de mon expérience, en fait, cette espèce de désinhibition, elle vient au fil du temps, en fait, au fur et à mesure qu'on fait de la musculation, puis qu'on apprend, entre guillemets, à pousser ou à tirer de manière un peu explosive. Et donc, du coup, ça se fait naturellement. Je dirais qu'il n'y a pas besoin de forcer les choses. Et enfin, et je termine là-dessus, ce dont je m'étais aperçu aussi, particulièrement au développé couché avec halter. Donc voilà, si vous faites la technique des shrugs très lourds juste avant, quand vous passez au développé couché avec halter et que vous prenez les haltères, par exemple, de 30 kilos, vous êtes un petit peu excité, ils vous paraissent légers, vous êtes un peu plus explosif, mais du coup, il y a aussi un risque de blessure parce que vous allez peut-être moins contrôler le mouvement que d'habitude. Tu vois, tu finis par être trop explosif par rapport à ce que tu devrais être. Tu vois là, ce que je veux dire, Rudy? Et donc, en réalité, il y a même un risque de se blesser parce que du coup, vous êtes trop excité pour le mouvement, entre guillemets. Et donc, du coup, pour le développé couché avec halter ou tous les mouvements avec halter, j'étais pas fan. Après, effectivement, voilà, pour le développé couché barre, on peut de temps en temps, voilà, on se fait plaisir, on déraque une barre, on la tient 20 secondes, puis après, on fait sa série et on sera content d'avoir fait une rep en plus, si c'était une série d'au moins 10-12 reps. Mais voilà, pour la progression en long cours, je pense que ça sert à rien, en fait. Ouais, bah, c'est bien mon avis. En fait, comme d'habitude, c'est beaucoup d'efforts, un peu comme les techniques d'identification, pour finalement moins de progrès que si on appliquait les bases de manière correcte et qu'on laissait faire le temps. Et donc, au final, bah, c'est tombé un peu en désuétude. Et il y a plus grand monde qui essaye de faire ça, sauf bah, ceux qui découvrent la technique, qui disent ah bah c'est exactement ça qu'il faut que je fasse, puis qui se rendent compte que finalement ça marche pas des masses. Ouais, mais c'est toujours la logique avec la musculation, il y a la séance qu'on fait aujourd'hui, mais il faut penser à la séance d'après. Et en quoi ce que je fais dans ma séance d'aujourd'hui va aider la séance d'après. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà discuté quand on fait des techniques de dites haute intensité, par exemple, si on rajoute, 5 répétitions négatives au développé couché après avoir fait sa série, voilà, il y a un partenaire qui vous aide, il vous fait faire 5 répétitions négatives. Et vous vous dites, je me suis entraîné vachement dur. Bon, déjà, c'est pas vrai, c'est pas très très difficile de retenir la barre, c'est pas fatigant, hein. Faut pas se voiler la face, hein. Franchement, voilà, c'est pas très fatigant en fait les répétitions négatives. Et donc voilà, vous faites ça, voilà, vous faites je me suis entraîné très très intensément. Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais à la séance d'après en fait? En quoi tes 5 répétitions négatives vont te faire en sorte que la séance d'après soit meilleure? Plus tu forces, plus tu progresses, Fabrice. De notre expérience, de la mienne, en fait, ça n'aide pas pour la séance d'après. Au contraire, ça va peut-être tout perturber. Parce que du coup, ça se trouve, vous allez avoir besoin d'un jour de repos en plus. Donc du coup, la récupération est plus la bonne. Donc ça vous déface tout. Vous avez plus vos repères. Ou ou ça vous a fait mal à une articulation ou un truc comme ça. Bref, et la morale de l'histoire, c'est que ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il fallait être le plus régulier possible dans ces choses et dans les paramètres de sa séance, et puis essayer, voilà, de progresser petit à petit avec notre histoire de cycle de progression. Voilà. Ah, tu casses mon rêve, quoi. Parce que en fait, moi, je pense, je sais pas si tu te souviens de cette histoire-là, c'est ressorti cette semaine parce que j'ai des élèves qui ont commencé à passer des examens. Il y a un jury qui a questionné mes élèves sur les effets retardés. Tu te souviens de ce que c'est, les effets retardés? Oui. Alors, j'explique rapidement. Donc, c'est que quand on fait un effort très, très, très intense, donc, ou relativement lourd, donc là, Fabrice parlait de faire des répétitions négatives. En fait, l'effort est tellement intense pour les muscles, pour le système nerveux, voilà, est tellement difficile, on va dire, dans le cadre de point de vue de cette intensité-là, et ben en fait, les effets, la progression ne va se manifester que plusieurs semaines plus tard quand on aura récupéré. C'est pour ça que si vous avez des vieux bouquins de préparation physique, on vous disait, bah voilà, faut faire 3 semaines d'excentrique, donc d'entraînement négatif, et vous aurez les effets 2-3 mois après. Donc ça, c'était la théorie. Évidemment, c'est impossible à constater. Hein. C'est impossible à constater, mais ça n'arrivait pas. Et je me souviens qu'à cette époque-là, donc les effets retardés, j'avais posé la question à Olivier Bollier et Aurélien Boursal. On avait fait un podcast il y a très longtemps qui est encore disponible sur YouTube, il y a peut-être 10-15 ans, et j'aurais dit, est-ce que vous, en tant que préparateur physique de haut niveau, donc qui avait entraîné des équipes olympiques, tout ça, vous avez remarqué ces effets retardés? Et il m'avait dit, nous n'avons jamais remarqué ces effets retardés. Et pour avoir fait plusieurs cycles justement en excentrique pour avoir testé tout ça,
j'ai seulement remarqué un ralentissement de ma récupération, des courbatures horribles, euh, et donc moins de progrès. En tout cas, et j'ai pas eu cette explosion des gains après. Alors certains diront, bah c'est peut-être parce que t'as pas fait de l'assez peu intense après pour récupérer tout ça. Mais en tout cas, même j'ai jamais vu personne avoir constaté ces effets retardés. Donc même là, ça marche pas. Le fait de se dire, on force le plus possible, et puis dans quelques semaines, il y aura un boom. En fait, il y a jamais le boom. Et comme tu l'as dit, bah en fait, c'est toujours très régulier. Faut toujours penser la séance imbriquée dans la suivante, puis dans la suivante, avoir un plan pour nous programmer sa progression, les cycles de progression. Ça marche beaucoup mieux que de compter sur d'hypothétiques gains des effets retardés. Voilà, pour ça, ou même pour d'autres techniques. Mais c'est vrai, on peut penser à plein de trucs, mais je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Des fois, vous êtes très en forme, voilà, vous faites votre entraînement de pectoraux, et puis après, vous dites, ah tiens, j'ai envie de faire des pompes, tout ça, et on peut très bien faire, je sais pas moi, 10 séries de 15 pompes, voilà, avec 30 secondes de pause entre chaque. Vous allez gonfler comme un ballon. C'est fun, c'est rigolo, mais en fait, ça ne sert pas à progresser. En fait, ça vous donne pas un bonus pour la fois d'après. Et on sait que nous, la progression naturelle en muscu, c'est d'augmenter les charges petit à petit. Et en fait, tous ces trucs-là, en plus, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, ça n'apporte rien à la séance d'après. Et donc, du coup, ça sert à rien, en fait. Hormis se faire un petit peu plaisir, parce que c'est rigolo à faire, mais sinon, ça sert à rien. Voilà. Malheureusement, hein, parce que sinon, moi, j'aimerais que ça serve, hein, mais on voit que ça sert à Ah rien. ouais, bien sûr, mais ce serait super. Plus tu forces et plus tu as de Ouais, résultats, ce serait au plus méritant limite. Et en fait, ouais, c'est si pas c'était du tout comme ça, ça. ouais, si c'était ça, plus tu forces ou plus tu fais de volume, plus tu as de résultats, ok, pas de problème, hein, moi, je sais faire, hein, sauf que non, c'est pas comme ça, en fait. C'est, Ah ouais, non. il faut un truc progressif. Bah, c'est un peu, finalement, c'est un peu comme avec mon syndrome fémoro-patellaire, là, où je dois rajouter de la contrainte sur le genou petit à petit. D'ailleurs, c'est en train de s'améliorer, hein, ça, petit à Donc on petit. va pas te voir en compétition de longe-côte. Non, mais cela dit, le longe-côte, je continuerai peut-être parce que j'aime bien, c'est sympa. Mais voilà, c'est un peu la même logique. En fait, il y a des fois où ça me gonfle. Et puis, par exemple, voilà, je fais ma chaise contre le mur, donc je fais mes 2 fois 40 secondes avant de passer à l'exercice suivant. Il y a des fois, j'aurais envie de me dire, mais bon sang, je fais 10 séries de 40 secondes, ça va complètement je sais pas quoi, me stresser les genoux, et après, ils vont hyper compenser, et ensuite, je serai guéri de ce machin-là. Mais j'en rêverais que ça marche comme ça, mais en fait, ça marche pas comme ça. Si j'en fais trop à la séance, et le trop, franchement, c'est à chaque fois que tu marches sur des œufs, et ben c'est sûr que la séance d'après ou même juste après, ça va être la merde. Et finalement, là, c'est un peu pareil avec la muscu quand j'y pense. Il y a un bon dosage, et quand tu cherches trop le dosage, ça marche pas. Et donc c'est très rageant parce que finalement, tu te rends compte que la volonté, elle est pas tellement dans la séance elle-même, elle est plus dans le fait d'être régulier et discipliné. Mais c'est pas tant la volonté du moment qui compte, c'est plus la volonté de la discipline. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on nous a tellement vendu, et moi-même j'ai tellement intégré dans ma tête que c'est la volonté du moment qui est le truc principal, mais en réalité non, c'est pas comme ça. Ouais, non, mais Malheureusement. non, mais c'est ça. Bah, tu Malheureusement. vois, allez, je finis là-dessus parce qu'on arrive bientôt à 1 heure. Là, bah, je refais les cuisses de manière plus sérieuse, donc j'en faisais juste un petit peu comme ça, et je refais plus sérieux. Et puis donc, bah, je reprends les exercices maintenant avec l'expérience vraiment très doucement, quoi. Et tout à l'heure, bah, j'étais à la salle et donc il y a un copain qui me dit, mais attends, tu fais rien là. Bah, je dis ouais, mais mon but justement, c'est pas d'avoir des courbatures affreuses qui vont m'handicaper pendant plusieurs jours. Et deux, je veux me réhabituer parce qu'en fait, j'ai remarqué, et comme on l'a souvent dit, que en fait, plus les années passaient et que la muscu, il y avait un peu ce caractère juste, c'est qu'on se déconditionnait très, 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 très vite. Donc, je dis, bah voilà, je vais remonter de 20 kilos par 20 kilos à la presse à cuisse, ce qui est déjà beaucoup, je pense. Mais bon, je vais tester pour voir. Ça se trouve, ce sera une erreur, tu vas remonter que de 10 en 10. Mais, sachant que je suis encore assez léger pour moi, je force pas d'impète. Mais, le mec rigolait, il disait, mais attends, tu fais rien. Mais je dis, ouais, mais j'ai pas vraiment fait les cuisses à fond pendant un moment. Donc là, ce que je veux, c'est pouvoir les refaire de manière un peu plus intensive. Parce que je vois que ça me fait du bien, tout ça, pour la vie de tous les jours dans une optique un peu anti-blessure, longévité. Mais j'aimerais bien aussi, je me dis, bah tiens, je force à fond. Et puis la semaine d'après, bah, je remets 300. Puis la semaine d'après, je remets 350. Puis en fait, je sais très bien que si je fais ça, en fait, je vais surtout avoir mal aux genoux ou je pourrais plus bouger, quoi. J'ai des courbatures de chien, alors que mon but, c'est d'être plutôt bien, quoi. C'est pas d'être massacré, quoi.
Ouais, d'ailleurs, le déconditionnement, j'avais oublié, mais il peut se tester assez facilement avec les mollets si vous entraînez les mollets par intermittence, c'est ce Ah qui voilà, est bah là, j'en souvent ai le fait cas. justement. J'en ai Ouais, fait et justement. ben figure-toi que donc j'avais arrêté d'entraîner les mollets et je me suis dit bon tiens, je vais refaire un peu. Et ben, franchement, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Voilà, des élévations des mollets sur une marche d'escalier avec les deux pieds, hein, même pas en Avec les deux unilatéral. pieds, ah bah ça va avec Ouais, les deux ouais, pieds. avec les deux pieds, mais en faisant un étirement quand même, hein, tu vois, Ah, juste ça. Je sais plus combien j'avais fait, voilà, 3 ouais, fois une 40 connerie quoi. secondes ou quelque chose, une connerie. Et ben, dès l'après-midi, donc quelques heures après, j'avais déjà les mollets qui étaient tout raides, en fait, presque un début de courbature. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu! Et c'est vrai que ça, dans mon Mon Dieu, hein. souvenir, les mollets, c'était comme ça quand tu t'y remets à fond. Donc, heureusement, là, c'était un tout petit truc que j'ai fait. Et déjà, ça a fait une petite tension. Si jamais j'avais été dans une salle puis que je m'étais dit, allez, je fais l'exercice du chameau puis je mets du lest, ben, sur le moment, t'as l'impression que c'est facile, que tu y arrives. Mais puis après, tu te prends 4 jours où tu peux pas marcher tellement t'as les mollets courbaturés et raides. Et ouais, c'est vrai que c'est là que tu vois que ça Évidemment. déconditionne. Et Hein. j'ai fait des mollets, les mecs se marraient parce que j'ai fait de la presse à vide. Bon, moi, je l'ai fait à une jambe. Et donc, je sais pas la presse combien elle fait. Mais je me dis, bon, surtout ne force pas trop, il y a rien. Et c'est ça qui est tentant, c'est de se dire, bah, mets à fond, remets 100 kilos direct à une jambe, plus le plateau. Donc, ça aurait fait, je sais pas, 150, 160. Et là, c'est sûr que je bougeais plus. Là, c'est sûr que c'était fini, quoi. Alors que là, j'ai repris tranquille. Comme ça, dans quelques jours, bah, je peux en refaire. Et en fait, on voit bien, pour conclure là-dessus, c'est que c'est vraiment la régularité. Et donc, j'ai pris les mollets parce que ma blessure va de mieux en mieux. Mon déchirement du long fibulaire. Et bref, donc je reprends un peu les mollets exprès pour ça. Et, euh, et donc, ouais, c'est vraiment la régularité qui fait la différence et non pas l'intensité sur le moment qui, en fait, fait pas du tout la différence, sauf pour se blesser plus rapidement. Alors qu'il faut toujours voir, en fait, on le voit bien avec les années, sur le moyen et long terme, le but, c'est quand même que ça nous fasse du bien et pas du mal, et qu'on soit toujours en état de faire ce qu'on a envie de faire avec les années, sachant que c'est déjà pas facile que ça se produise. Ouais, et mon impression, c'est qu'aussi le déconditionnement articulaire et tendineux est beaucoup plus rapide. Et puis même, Malheureusement. il y a un espèce de déconditionnement musculaire, mais je sais pas comment dire. Par exemple, tu vois, là, si je rentraînais, si je, ren- je peux- j'ai la force, même si j'ai pas fait les mollets depuis longtemps, j'ai la force de faire des mollets en unilatéral, tu vois. Donc j'ai un peu perdu de volume, mais bon, c'est microscopique vu que pour les volets, chacun sait que ça bouge pas trop le volume, mais tu vois, j'ai un peu perdu de force, j'ai un peu perdu de volume, mais entre guillemets, j'en ai sous le pied, tu vois. Je peux faire des mollets en unilatéral et ça se trouve, je peux même faire les mollets immédiatement en unilatéral avec un haltère. Mais pour autant, si je le fais, ah, c'est sûr que ça va être la catastrophe. Et du coup, tu vois, c'est marrant qu'il y a un déphasage entre les déconditionnements. C'est parce que le déconditionnement en force est pas si profond que ça par rapport aux conséquences qu'il y aurait si jamais je tentais ce que je peux faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ce que je viens de te dire. Tu m'écoutes pas, t'en as rien à foutre de ce que je dis. Si, j'ai bien écouté, mais. Bah oui, moi, je pourrais mettre pratiquement, je pense que je pourrais mettre 300 à la presse, tu vois, sans souci. Mais si je mettais 300 direct, je pense que j'aurais mal partout. Ouais, Donc, c'est ça. pour remettre 300, il va me falloir des semaines et des semaines et des semaines. Bon, et après, je sais pas si je remonterai à 300 si ça a un intérêt. Je pense que ça n'a pas d'intérêt pour moi aujourd'hui dans ce que je cherche. Mais ouais, ouais, c'est effectivement, on se déconditionne encore plus vite articulairement et tendineusement, parce qu'en même temps, c'est ce qui se renforce le moins rapidement et ce qu'on perd le plus vite, comme d'habitude. Ce qui vient le plus vite, ben voilà, ça reste un peu plus. Donc nerveusement, en tout cas, ça reste. Et comme les muscles en plus restent un peu plus que ces adaptations articulaires, et ben voilà, on est bon pour reprendre comme des petits vieux, mais pour devenir des super jeunes. Voilà. Et encore une fois, donc c'est là qu'on voit le piège de la volonté et du mythe de la volonté, parce qu'en réalité, la trop de volonté, ben, c'est juste bon pour se niquer, quoi. Donc, il faut la brider. Il faut brider sa volonté. Ah. Et donc, il n'y a pas grand monde qui peut se vanter d'avoir une telle volonté, Fabrice. Ouais, Telle volonté. Et bah super. Et bah sur ce, comme ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère comme d'habitude que vous avez passé un bon moment. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve dans 2 semaines avec Fabrice. La semaine prochaine, ce sera avec Clément. Allez, salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien.
notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.